Bienvenue sur Unis dans la diversité. C'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est aussi une émission de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à l'expérience des autres. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois novice ou connaisseur, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur moment humain. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Aurélie Laval et Virginie Delalande pour animer ce podcast Unis dans la diversité. Et nous sommes ravis de vous accueillir et de recevoir deux invités fantastiques que je vais présenter sans tarder. Alors d'un côté, nous avons Béatrice Bretonnier. Béatrice, tu es, après avoir passé de longues années en tant que DRH, fondatrice de ta société B2B pour l'accompagnement, le conseil aux entreprises sur les sujets de l'inclusion, de la diversité. Et de l'autre, nous avons Élodie Sarfati. Tu es fondatrice de ta société People In, qui vise à recruter des talents et non des CV. Donc, vous l'avez compris, nous allons aborder le sujet du recrutement dans la diversité, un beau sujet que nous sommes ravis de développer avec vous. Et je vais vous demander pourquoi aujourd'hui vous vous engagez sur ces sujets. Bon, en fait, moi, j'ai l'impression que je m'y engage depuis que je suis toute petite, parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très engagée dans la diversité au sens large, et des parents qui accueillaient beaucoup de gens très différents. J'ai passé de longues années, c'est-à-dire 30 ans à peu près, en tant que RH puis DRH dans plutôt des grosses entreprises. Et depuis, je dirais, les années 2000, on a commencé à beaucoup en parler dans les entreprises, en tout cas en France. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup au niveau du recrutement, par exemple, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc, j'ai petit à petit, je dirais, développé des politiques dans ce sens-là. Et puis, dans mon dernier poste, quand j'étais DRH de Thales Alenia Space, à ce moment-là, j'étais aussi référente diversité et inclusion pour l'ensemble de la joint venture. Et le fait de créer B2B Consulting RH, c'était un peu une suite logique, l'envie de décider, moi, ce que j'allais mettre en place pour pouvoir favoriser cette diversité, cette inclusion. Et toi, Élodie? Moi aussi, je dirais que je suis tombée petite dedans, déjà parce que je suis moi-même une enfant de la diversité, entre guillemets, puisque j'ai des origines multiculturelles, que j'ai grandi dans des banlieues parisiennes avec toute forme de discrimination à l'embauche, je parle, par la suite, quand on venait des banlieues ou quand on venait de certains quartiers, c'était plus difficile que d'autres. Et ça a toujours été un sujet pour moi de combattre cette injustice finalement. Donc quand j'ai créé People In, c'était vraiment dans l'idée de donner la chance aux candidats de postuler, malgré tout ce qui pouvait être discriminant. Et quand je dis tout, c'est aussi le niveau d'études. J'avais des bons résultats scolaires et en fait, j'étais pas formatée à faire une école de commerce. Je venais pas dans des bonnes catégories sociales. Je ne savais pas qu'il fallait faire ce type de cursus. Donc, en fait, ça m'a forcément inspirée. Et évidemment, c'est aussi mon parcours qui fait que j'ai voulu donner une ouverture à tous parce que moi, j'avais réussi, mais je voulais que les autres aussi puissent en profiter. J'ai créé People In dans l'idée de dire, mais finalement, en fait, peu importe le cursus, si on est compétent, on doit pouvoir le prouver. Et donc, peu importe aussi, finalement, le secteur, l'origine multiculturelle, les handicaps, finalement, c'est le talent qui compte en priorité. Pour rebondir, est-ce que tu as des chiffres phares à nous communiquer sur le recrutement dans la diversité? D'après une enquête Workday, en tout cas, c'est 54% seulement des entreprises qui mettent en place du recrutement inclusif. Moi, j'ai un chiffre qui est super négatif. En l'espace à peine de 20 ans, le nombre de personnes qui pensent avoir été discriminées, qui disent avoir été discriminées, donc qui portent plainte potentiellement pour avoir été discriminées, c'est 21%, donc ça a doublé, puisque c'était 12% dans les années 2000. Donc, c'est beaucoup. Alors, peut-être après, le mot discrimination a été formulé, et donc ça a permis à des gens de se rendre compte. Mais après, il y a un autre chiffre qui est beaucoup plus positif. C'est que d'après Glassdoor, il y a 67% des personnes qui disent que pour elles, le fait qu'une entreprise soit engagée dans la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose de très important quand elles vont choisir une entreprise.
Mais attention, j'allais dire, il y a aussi, à l'inverse, 75% des salariés qui disent que c'est pas grave si l'entreprise, ça manque de diversité. Les chiffres sont assez mitigés, hein, clairement. C'est pas encore gagné. Alors justement, comment les entreprises doivent faire pour intégrer la diversité dans le recrutement? Je dirais qu'il faut en prendre la décision. C'est déjà un point qui est super important et on a l'impression finalement en effet que ce serait naturel que, en effet, tu le disais Virginie, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour montrer à quel point une entreprise elle est plus performante, innovante, etc. Donc ça devrait paraître évident à toute entreprise. Or non. C'est souvent les RH qui portent ça seuls. Donc décider, ça veut dire décider du côté du dirigeant ou de la dirigeante, de décider de s'engager dedans. En complément, je pense qu'il y a quand même deux écoles sur comment intégrer la diversité dans le recrutement. Il y a les partisans de la discrimination positive. Et ces gens qui vont instaurer une politique de dire, bah, il nous manque des femmes, on va recevoir que des femmes, par exemple. C'est un choix, ça peut être un palliatif, peut-être, à un moment donné. Pour moi, c'est pas la stratégie sur le long terme à adopter, clairement. C'est que je pense qu'il y a quelque chose à faire qui est de mettre en place des barrières contre tous les biais cognitifs qui existent, c'est-à-dire contre ces préjugés, ces stéréotypes qu'on peut avoir. Moi, je suis plutôt partisane de dire pour intégrer la diversité, c'est de prendre conscience de ces biais, de ces stéréotypes et de mettre en place des barrières dans l'entreprise pour qu'en fait tout le monde soit traité de la même manière. Oui, effectivement, j'approuve ce que vous dites et dans toutes les deux dans cette recherche d'équilibre, à la fois favoriser la spontanéité dans les biais cognitifs qui doivent justement être effacés, et puis d'un autre côté, pouvoir un peu surfer sur la vague pour aller encourager les recrutements un petit peu plus ciblés pour justement ouvrir la voie et montrer l'exemple. Et démontrer sur le terrain que ça fonctionne. Oui. Parce qu'on a besoin de témoignages, de concrets, pour dire, bah, vous voyez, peut-être, je n'ai pas vu de la théorie. Et d'ailleurs, la question que vous lui posez, c'est quels sont les avantages de ce choix de faire, de mettre davantage de diversité dans le recrutement. À quoi ça Allez, sert? Elodie. Il y a quand même pas mal d'études aujourd'hui qui sont sorties et qui quand même prouvent qu'en fait, une forte diversité dans l'entreprise, c'est des entreprises qui sont plus performantes, à la fois en termes de productivité, à la fois en termes d'innovation. Après, il faut faire attention avec les enquêtes, hein, parce que si par hasard elles ne prouvaient pas ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire moins de diversité? Je ne suis pas certaine non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça dit ça. Et clairement, les gens aussi en entreprise confirment qu'une entreprise avec plus de diversité, c'est des ambiances de travail aussi plus agréables, ça apporte plus de choses en entreprise. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a juste pas d'inconvénients. Donc, il n'y a que des avantages, enfin, en tout cas de mon point de vue. Je rajouterais un petit point par rapport à la diversité, c'est l'inclusion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense vraiment que si une entreprise, elle décide d'une politique de diversité, c'est super. Bah, c'est la base, en réalité. Hein. Faire travailler des gens ensemble qui ont des histoires de vie très différentes, qui ont des origines très différentes, qui viennent de quartiers différents, qui ont des handicaps, qui ont des religions différentes, etc., etc. Je crois vraiment que c'est la responsabilité de l'entreprise de mettre en place cet environnement. Une équipe diverse, elle va être très intéressante et je crois que ça ne fonctionnera bien que s'il y a le plus de politique inclusive, donc de qu'est-ce qu'on met en place pour que les personnes qui arrivent se sentent bien dans l'entreprise. En fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Je parlais tout à l'heure justement de barrières contre les biais cognitifs parce que c'est vraiment mon créneau. Enfin, moi, il y a quelques outils et méthodes faciles à mettre en place déjà. Euh, pour moi, déjà, il faut faire des entretiens structurés. C'est-à-dire des entretiens où tout le monde a les mêmes questions. On va beaucoup plus se faire avoir, entre guillemets, par ces stéréotypes quand on y va avec le feeling, on ne se pose pas les mêmes questions et finalement, on ne va pas mettre les gens devant les mêmes difficultés selon qui ils sont, d'où ils viennent et s'ils ont fait la même école que nous. Évidemment, je dirais sourcer à l'aveugle. Donc, si on est au CV, bah, demander pourquoi pas des CV anonymes. Et même, je dirais que ça commence par les offres d'emploi. Parce que faire attention à ces offres d'emploi qui sont parfois stéréotypées. Et quand on fait attention à ça, aussi, on ouvre le recrutement à d'autres types de personnes, voilà, en permettant à d'autres profils de s'intéresser à l'offre. Et peut-être pour finir, c'est vraiment d'évaluer vraiment les compétences qu'on cherche. Encore une fois, parce que quand on se concentre sur les compétences, mais savoir-faire, savoir-être compris, hein, on va vraiment savoir ce qu'on cherche chez le candidat et pas se focaliser sur quelque chose qui rappelle dans notre mécanisme cognitif un sentiment de cohésion, un sentiment d'appartenance. Et pour ça, il faut avoir fait le travail, en fait, en amont d'évaluer ses compétences.
former les recruteurs, c'est quand même une obligation légale, hein, qui n'est absolument pas suivie aujourd'hui. 86% des recruteurs qui ne savent pas que cette loi existe. C'est aussi ce que tu disais, Elodie, parce que les managers sont aussi des recruteurs en puissance. Donc, en effet, qu'ils soient formés, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'un stéréotype, pourquoi on a tous des stéréotypes, comment est-ce qu'on peut faire pour passer au-delà. Dans les annonces de la part des entreprises, c'est de manière explicite indiquer leur engagement en termes de diversité et d'inclusion. Quand on ne dit pas les choses, il faut arriver à les deviner et ce n'est pas toujours facile. Je te rejoins énormément aussi, Béatrice, sur ce sujet de la communication, s'afficher et promouvoir en fait sa politique de diversité dès la phase d'entretien, comme un échange, comme une présentation de ce que l'entreprise s'engage à faire pour tous ses collaborateurs. Et je pense que c'est essentiel pour poser une première fondation en fait dans la création du lien et la création du climat de confiance durant ces échanges. Pour compléter par rapport à cette question de recrutement, typiquement l'illustration autour du handicap. Vous savez toutes les deux, je pense que c'est vraiment complexe de recruter les personnes en situation de handicap. C'est aujourd'hui une diversité qui a du mal à être assumée par les candidats en premier. Comment justement vous feriez vraiment aujourd'hui pour ouvrir et faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap, particulièrement parce que c'est un sujet qui mobilise autour de la justice sociale, autour de l'équité et de l'inclusion. Mais comment du coup concrètement on peut faire pour aller plus fort et plus loin? Je ne sais pas si c'est la réponse parfaite, mais en tout cas, je sais qu'il y a certaines entreprises qui affichent clairement que le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Le fait d'afficher ses compétences, en fait, de dire, oui, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit très organisé, qui connaisse la comptabilité ou j'en sais rien, ça, c'est clair et précis. Les personnes en situation de handicap peuvent plus facilement se reconnaître dans ces profils que dans des profils vagues dans lesquels on va chercher la personne parfaite. On parlait tout à l'heure de communiquer. Je pense qu'on parle de plus en plus, et on en parle beaucoup pour les femmes, de la notion de rôle modèle. Si en entreprise, une entreprise communique dans ses campagnes de communication externe, de recrutement, etc., est-ce que je vais voir des photos que je vais reconnaître typiquement comme des photos de banque d'images, ou bien est-ce que je vais voir des photos qui sont des photos qui sont prises manifestement avec des salariés de l'entreprise? Et là, du coup, je peux me projeter selon ma diversité, selon aussi mon handicap. Et d'ailleurs, par rapport à ça, retenir candidat, comment on fait pour savoir qu'une entreprise est inclusive? Alors évidemment, on va voir sur le site internet. Et après, Ouais. il y a d'autres moyens de le savoir. Après, il faut faire attention entre l'affichage et la réalité aussi. Ouais. Ça, c'est Oui, un vrai enjeu. Un vrai enjeu. Déjà, moi, je dirais qu'il y a un truc simple, c'est que la population dans l'entreprise, elle doit être à l'image de la population qui vit sur le territoire. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a zéro proportion de personnes issues de minorités visibles alors qu'on est dans un territoire parisien ou dans un territoire, c'est pas possible. En fait, c'est pas cohérent. Il y a un problème. Après, évidemment, ça se mesure. Le problème, c'est que ça ne se mesure pas sur tous les critères, parce qu'évidemment, on ne peut pas mesurer certains critères ethniques ou religieux, mais on peut définir au moins le nombre de personnes en situation de handicap, le nombre de travailleurs étrangers, le ratio homme-femme, et en particulier sur des postes de direction, par exemple, parce qu'on oublie parfois de calculer sur tous les postes, le niveau d'études moyen. Donc, il y a des chiffres quand même qui peuvent être évalués, et évidemment que les entreprises doivent mettre en avant quand elles les ont. Et après, ça passe par la promotion de ces chiffres-là, de la réalité. Mais c'est pas évident de savoir si c'est la réalité. Aussi, on peut aller regarder sur le site, typiquement, qui sont les membres du comité de direction, qui sont les membres du comité exécutif, qui sont les membres du conseil d'administration de l'entreprise. Mais si on voit que des hommes blancs, 50 ans plus, en costume, avec la même cravate en général et la même couleur de costume, là, on peut se dire que peut-être il y a un petit écart. Moi, je pense que ça peut être un indicateur. Il faut regarder aussi LinkedIn. Typiquement, on voit aussi quand les entreprises mettent des actions en place, elles communiquent dessus. Et que très souvent, si elles communiquent dessus, on va avoir des photos, on va avoir des choses qui montrent la réalité. Et puis un autre point aussi auquel je pensais, c'est la charte de la diversité, par exemple. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, j'ai signé la charte de la diversité? Parce qu'elle oblige tous les ans à montrer quels sont les indicateurs que j'ai atteints. Et moi, je pense qu'une entreprise qui l'a signé, c'est déjà un bon signe.
Ok, merci à toutes les deux pour ces partages très riches. Entreprise inclusive est un territoire de communication qui est très fort en termes de marque employeur. Du coup, est-ce que ça relève pour vous d'une vraie stratégie opérationnelle? Enfin, la stratégie opérationnelle de base, je crois, de l'entreprise, c'est d'être performante, de gagner des contrats à les clients. Donc, du coup, à partir de là, je pense que oui, évidemment que ça doit être inclus, ça doit être entendu par des dirigeants, des dirigeantes ou des RH comme étant ce qui va déclencher plus de performance. Une entreprise qui a des clients différents, divers par définition, ben, si elle a des employés différents, divers, qui sont face à ses clients, forcément, ça aussi, ça entraîne plus de performance. Je pense que ça fait partie intégrante, moi, effectivement, de la marque employeur parce qu'on sait que c'est un pouvoir d'attraction pour les candidats dans l'entreprise aujourd'hui et c'est un pouvoir de bien-être aussi, cette diversité. Et dans ce cas, si ça fait partie de la marque employeur, comme toujours, être bien raccord entre ces valeurs internes et ce qu'on promeut à l'externe. Parce que sinon, évidemment, c'est pas du tout cohérent et ça fonctionne pas. Et l'idée, du coup, c'est vrai, évidemment, dans cette idée de marque employeur et d'inclusivité, de proposer une expérience candidat positive avec des témoignages, par exemple, avec des réponses à tous les candidats. Et d'ailleurs, retenir candidat issu de la diversité, que faut-il faire pour augmenter ces chances d'être recruté? J'ai un peu de mal à répondre à cette question, Aussi. Virginie, parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, on est tous et toutes issus de la diversité, en fait. Élodie, elle parlait des quartiers dans lesquels elle habitait ou du fait qu'elle n'avait pas fait telle ou telle école, etc. Il faut se préparer comme un candidat ou comme une candidate qui va à un entretien en se disant, voyons, qu'est-ce qui peuvent être des freins ou des sources de discrimination, bah, comment est-ce que je vais le positionner, comment est-ce que je peux répondre, s'entraîner face à sa glace, le miroir. Pour moi aussi, c'est une question pas évidente parce que augmenter ses chances en tant que candidat tout court, c'est pas évident. Donc, en tant que candidat issu de la diversité, je veux dire, en plus, c'est comme faire un focus sur ces candidats, c'est presque faire une forme de discrimination. Et j'ai quand même quelques idées. Je peux dire que peut-être la première chose, c'est quand même d'aller choisir ses entreprises. On a des avis sur les entreprises, on a, comme on le disait, des entreprises qui communiquent. Peut-être de choisir effectivement ces entreprises en fonction de leur investissement sur ces thématiques. Moi, il y a certaines entreprises qui mettent aussi en place, comme on le disait tout à l'heure, des outils ou des mécanismes pour essayer de recruter au mieux. Mais il y a aussi des entreprises qui font des rencontres en live, des entreprises qui font des jeux. Et évidemment, préparer son entretien, Béatrice le disait, même si ça concerne finalement tous les candidats, peut-être j'allais dire, essayer d'illustrer ses compétences. Encore une fois, ça concerne tous les candidats, mais encore plus peut-être sur les candidats issus de la diversité pour toujours recentrer sur le contexte professionnel. Mais encore une fois, j'ai tendance à pas vouloir volontairement considérer ces candidats comme des candidats différents. Pour moi, l'idée, c'est qu'ils arrivent à prouver leurs compétences parce qu'ils sont pas moins compétents que les autres, en fait. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils aient à faire différemment des autres. Quelquefois, on n'a pas les moyens de choisir son entreprise. C'est vrai. Voilà. Hein, mais si on peut le faire, je pense que c'est super important que ça soit aligné avec nos valeurs hein, personnelles. Et puis, je dirais aussi, en tant que candidat, c'est aussi de me dire, attention, moi-même, évidemment, j'ai des biais, Ouais. j'ai des stéréotypes. Et est-ce que, tiens, je vais à l'entretien en imaginant que le recruteur face à moi va forcément être dans quelque chose dans l'ordre de je vais aller chercher ce qui peut être le piège, je veux discriminer ou je vais discriminer automatiquement. Peut-être pas. Si je travaille là-dessus, ça me permet probablement en tant que candidat, candidate, d'être plus dans l'ouverture et peut-être hein, de contribuer à ce que la relation se fasse bien. Mais d'ailleurs, quand on a, par exemple, un point qui est un petit peu compliqué à aborder en entretien, par exemple, je suis maman solo, par exemple, je suis aidant familial, par exemple, je suis en situation de handicap. Comment on gère justement dans l'entretien avec à un moment donné, il faut bien en parler. Donc, comment on aborde le sujet, toujours que ça se passe bien. Je pense que c'est essentiel de se recentrer et de recentrer éventuellement l'entretien en tant que candidat sur les compétences. Si je suis maman ou papa solo et que je postule, j'imagine, moi en tant que recruteur, que la personne face à moi, elle a mis en place l'organisation qui va bien.
Pourquoi est-ce que je devrais en douter d'emblée? Tout dépend de mes propres biais, hein. Mais si la personne est face à moi, d'emblée, j'allais me dire, bah, même s'il y a des choses qui peuvent freiner, elle a probablement déjà identifié ça et peut-être déjà mis en place des choses. Ouais, c'est ce que je voulais dire par le fait de rappeler ses compétences Mm. et de recentrer le débat professionnel. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut en parler à un moment donné, ou peut-être faut en parler en tout cas si on se sent le besoin d'en parler. Mais pour dire quoi? Je suis aidant familial, j'ai des soucis, mais je suis là à l'heure, mais j'ai des compétences pour ça, mais ça n'empêche en rien mon travail d'être exécuté. Exactement pareil pour le handicap. Il faut être sincère, je pense que c'est la meilleure défense. Et je pense effectivement que le fait de se donner la liberté de parler de son handicap ou de sa difficulté, hein, de sa différence, c'est montrer l'exemple et c'est engager la responsabilité de l'employeur aussi. Quand j'assume ma différence, je l'assume pleinement et du coup, j'engage votre responsabilité, la confiance dans la relation professionnelle qui va être la nôtre. Oser en parler, c'est oser être soi. Et on parlait tout à l'heure de cette discrimination, cette autodiscrimination, auto-stigmatisation qui fait que soi-même, on se met des barrières à penser que l'autre pourrait mal réagir ou fermer les portes. Et quand bien même ça ferme les portes, c'est que ce n'était pas bon pour nous. C'est que du coup, les valeurs de l'entreprise ou la valeur de la personne, du manager, n'étaient pas alignées avec ce que nous, on était capable de porter ou envers envie de porter. Totalement d'accord. Il y a cette vraie question d'alignement de soi avec soi et d'alignement interne-externe avec les valeurs de l'entreprise pour s'assumer et oser être soi. Et plus on s'assume et plus voilà, on est dans qui on est vraiment, plus je pense que du coup on incarne cette diversité, comme je disais tout à l'heure, on est tous différents. Et c'est pouvoir banaliser et dédramatiser le sujet en entretien et dans tous les projets qu'on va porter dans l'entreprise. Je pensais juste à un exemple par rapport à ça. Une femme qui vient avec un foulard, d'accord, avec un voile, parce que ça fait partie de ses convictions religieuses. Est-ce que c'est gênant pour moi? C'est quelque chose d'important. Dans l'entreprise privée, on doit, on ne peut pas refuser les signes extérieurs de religion, hein. Donc ça, il y a plein d'entreprises qui pensent que oui, elles ont droit. Non, pas du tout. Il suffit juste de lire le code du travail, on ne peut pas. Si en face de moi, j'ai un recruteur raciste ou j'ai un manager raciste, ben, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, stop. Et maintenant, je propose de passer à l'étape d'après. C'est une fois qu'on a recruté une personne issue de la diversité, bah, c'est top. Comment on fait pour que la grève prenne avec l'équipe? La première chose, c'est de faire en sorte que la personne se sente bien. Et donc déjà de travailler l'onboarding, quoi, l'intégration dans l'entreprise. Les présentations, les visites, expliquer les différences et comment est-ce qu'on peut bien travailler avec la personne. Et après, évidemment, c'est une question de sensibilisation et d'écoute, quoi. Mais encore une fois, je suis pas sûre qu'il faille absolument stigmatiser la personne. Il peut y avoir des choses très pragmatiques. Je me souviens par exemple qu'on avait fait un gros plan de recrutement chez Thales Alenia Space et qu'on avait mis en place des petits déjeuners avec les personnes qui étaient de nationalités différentes. Chacun marquait les stéréotypes qu'il avait sur les autres nationalités. Et ça discutait. Et ça, c'est un point qui me semble intéressant parce que on sait très bien que pour pouvoir aller au-delà de nos stéréotypes, pour arriver à neutraliser un peu leur impact, plus on connaît l'autre ou les autres, plus on connaît les différences qu'on peut avoir les uns et les autres, plus on en parle, et mieux ça va. Et plus on est rassuré, on a plus peur de l'inconnu, des choses qu'on ne connaît pas. Ça engage finalement la différence dans une équipe, hein, quand elle est notable, visible, ça engage, je trouve, à faire découvrir à l'autre sa propre différence. Du coup, en effet miroir, se poser cette vraie question. Du coup, bah, l'autre est différent, mais en quoi moi, je suis différent aussi? Et du coup, petit à petit, à semer des graines sur cet éveil des consciences, sur sa propre différence, sa propre diversité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément se réfléchir quand quelqu'un arrive, puis que nous sommes déjà chez nous, déjà bien intégrés, etc. Donc, oui, c'est une bonne pratique. Alors, on approche de la fin. Le prochain épisode va porter sur l'interculturalité dans la diversité. Quelle serait la question que vous aimeriez poser à nos invités? Moi, j'ai peut-être une question parce que c'est un peu ma problématique depuis, vous l'avez peut-être vu depuis tout à l'heure, c'est comment on fait pour mettre en valeur cette interculturalité, pardon, sans pointer du doigt, sans stigmatiser certaines cultures. C'est toujours important d'en parler, de montrer qu'on sait l'intégrer, comment on le fait, sans que ce soit, encore une fois, une source de différence plutôt que d'inclusion.
Et ça complète un petit peu ce que je me dis. Je trouve au travers de mes interventions dans les entreprises qu'il y a un énorme tabou aujourd'hui sur la notion de racisme. J'aimerais poser finalement la question à des gens qui sont spécialistes de la diversité interculturelle. Comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là? C'est quelque chose sur lequel, y compris dans la diversité, on a beaucoup de mal à s'exprimer. Donc moi, ça m'intéresserait énormément, quand je verrai le prochain épisode de ce podcast, d'avoir une réponse à ça. C'est très intéressant que tu dis ça, parce que ça a aussi été évoqué dans le premier panel que nous avons fait à notre projet à Delpité. Et il nous fait exactement la même remontée. En tout cas, merci à tous les deux. Merci beaucoup beaucoup. pour le partage. Merci à vous. Très riche. Et j'espère que vous avez toutes les deux passé un très joli moment.